Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Adrien, bienvenue sur EventCheck. Bonjour Clémence. Comment vas-tu? Ça va, ça me fait plaisir. ça va très bien. Ouais, c'est parfait parce qu'on a un gros épisode qui arrive aujourd'hui. D'ailleurs, merci de passer du temps avec moi sur cet épisode. Vous allez vite comprendre pourquoi je suis si contente, chers auditeurs. Alors Adrien, toi tu es un juriste indépendant. C'est ça, je suis donc juriste d'entreprise en libéral et je m'occupe exclusivement d'entreprise. D'accord. Et aujourd'hui, on va faire avec toi une petite masterclass B.A.B.A. Sur les ô combien indispensables mais souvent oubliés CGV. Donc, je redis ce que ça veut dire CGV, conditions générales de vente. Je pense que pour commencer, ce serait peut-être sympa que tu nous expliques la différence entre des CGV et un contrat. Alors pour aller au plus simple et à l'essentiel, les conditions générales donc de vente vont s'appliquer à tous les clients d'une entreprise sans exception et rappellent à la fois l'encadrement du service, les obligations légales en matière d'information de l'entreprise ou du lieu événementiel en l'occurrence, et les obligations du client. Le contrat, lui, est beaucoup plus spécifique. Il va prendre toutes les conditions qui sont propres à un client en particulier. Les conditions tarifaires, éventuellement les dates, les moyens de paiement, tout ce qui va se distinguer pour ce client-là. En fait. Donc les conditions générales vont être, comme son nom l'indique, générales, et le contrat va être beaucoup plus spécifique. Donc le contrat, on peut dire que ça va être comme une couche supplémentaire des CGV appliqués à un client. C'est quelque chose qui chapeaute, effectivement. C'est quelque chose qui va prendre l'ensemble. Et quand on parle d'ensemble contractuel, en général, ça comprend également les conditions générales de vente. Donc, on va recommander le format du contrat quand il y a une spécificité peut-être pour un client. C'est pas forcément toujours nécessaire de faire un contrat pour chaque client. En fait, un contrat peut être quelque chose qui est extrêmement simple et on le voit au quotidien et on s'en aperçoit même pas. Ça peut être la simple acceptation d'un devis. Le devis reprend l'identité de chaque partie, va prendre des conditions tarifaires, les conditions de date, éventuellement de caution, et une fois qu'il est signé, ça forme un contrat dans ces conditions particulières. Il est associé aux conditions générales de vente et l'ensemble entre les deux, éventuellement compléter des échanges entre les deux parties, vont former un contrat. Et c'est quelque chose qui au final est très simple en fait. C'est comme quand on passe tout simplement à la caisse quoi. Ça c'est un très bon point parce que pour nos amis qui font de l'événementiel, il y a généralement et toujours un devis qui va faire office de la proposition de l'ensemble des services et des prestations qui vont être vendus. On le fait quasiment toujours et du coup s'ils le font déjà, en fait, sans s'en rendre compte, ils ont déjà une grosse partie du travail qui est fait. Il leur manque plus que les CGV. C'est ça. En fait, les conditions générales de vente vont même permettre d'anticiper. Et c'est ça l'avantage. Ça permet d'aller beaucoup plus à l'essentiel quand on passe le contrat, donc la simple présentation d'un devis et de sa signature en fait. Les conditions générales de vente vont vraiment prendre en compte tout ce qui est général. J'ai du mal à aller. On va les détailler de toute façon ensemble. Ouais. On va en parler. On va pas spoiler. Voilà. Allons dans le sens. J'ai une question. Je ne sais pas si tu sais, ça me vient au fil de notre conversation. Est-ce que un devis et une facture pro forma ont légalement le même pouvoir? Tu dis
quand on signe un devis, finalement, on signe un contrat. Mais est-ce qu'une proforma peut être signée? Parce que dans notre secteur à nous, la proforma est parfois utilisée à la place du devis. Est-ce que tu sais? En fait, il n'y a pas nécessité d'une signature au sens propre du terme avec un stylo et la signature en bas de page avec le tampon. Depuis les lois justement sur l'économie numérique, la simple acceptation par mail, notamment, donc une trace écrite, vaut signature et vaut acceptation du contrat. Et ça, c'est très très pratique. Mais ça marche pour n'importe quelle typologie de document? Oui. C'est-à-dire que ça soit un devis ou un proforma ou une proforma? Oui, parce que c'est l'acceptation des deux parties en fait qui va compter. Donc tant qu'il y a une trace en fait de l'acceptation de chacun, pour le coup, ça engage. Donc quelqu'un qui aujourd'hui ne fait pas de devis mais fait que des proformas, a priori proforma accepté et CGV accepté, tout est couvert. Si tout est suffisamment complet et suffisamment bien rédigé, oui. Ok, c'est bon à savoir. Moi, je ne savais pas ça, tu vois, j'apprends des choses. Donc les CGV, elles servent à quoi? Donc tu nous as parlé un petit peu d'anticipation, mais j'imagine d'autres actions qui découlent des CGV. Est-ce que si on devait faire une mini liste de à quoi ça sert les CGV? Est-ce que y a un petit sommaire? Ça sert notamment à donner l'identité de l'entreprise, celle qui génère les conditions générales de vente, bien sûr. Tout ce qui va être justement son SIRET, comment on la détermine et comment on la contacte. Ça va être la description et l'encadrement de ses services, donc de ce qu'elle propose en fait d'un point de vue commercial. Ça va être la manière dont sont établis les tarifs et comment ça évolue. Ça va également être, là en l'occurrence, comment va s'établir la caution, comment elle s'encadre, les responsabilités, comment fonctionne éventuellement la sécurité. Bref, elle va donner tout un tas d'informations qui s'appliquent à tout client et à savoir aussi comment s'anticipent les éventuels conflits avec le client. C'est surtout à ça. Donc ça informe de manière positive pour aller apporter au client tout ce dont il a besoin, en compréhension et pour pouvoir réagir en fait en cas de besoin, et justement à préparer les éventuels conflits. Ça permet de gagner du temps. Oui. Alors justement, ce que tu es en train de dire me rappelle un point très important dont on parle souvent avec nos clients. Nous, on a beaucoup de propriétaires de lieux et de même de bars, restaurants, etc., qui ont peur que ces CGV embêtent les clients parce qu'il va devoir peut-être les lire, les signer, etc. Et moi, j'ai plutôt tendance à leur dire qu'au contraire, ça les rassure parce que ça donne une image aussi professionnelle, donc positive de l'établissement. C'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi, n'importe comment et on demande pas aux clients de s'engager sans condition, ce qui peut être aussi très effrayant. Notamment après, on a eu un Covid, donc où justement il y a eu plein d'événements qui ont dû s'annuler. On espère que ça ne va pas recommencer un jour, mais en tout cas, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et si le client ne sait pas dans quoi il s'engage, ça peut faire peur. Est-ce que tu me confirmes que c'est très bien perçu par le client? C'est ça, c'est très bien perçu. Oui, parce que là, en l'occurrence, quand on parle du Covid, on établit dedans comment se passent les annulations ou les reports ou les suspensions en fait, parce que là, il n'y avait plus le choix pour personne. Et donc, si c'est déjà encadré de base ou en tout cas anticipable pour tout un tas de raisons, ça permet de savoir exactement combien ça va coûter en cas de vrais problèmes à l'un comme à l'autre en fait. C'est quelque chose qui peut être très rassurant pour tout le monde à condition que ce soit pédagogique et à condition que ce soit équilibré. Et c'est ça qui va vraiment compter en fait. Parce que s'il y a un rejet complet de responsabilité comme on peut trouver dans certains, c'est pas des modèles, disons que c'est des tentatives désespérées de faire des documents juridiques sans lettres. Là, dans ces cas-là, ça peut être effectivement problématique et beaucoup refroidir. Et c'est le cas pour un lieu événementiel, comme ça peut être le cas aussi pour des personnes qui vont vendre des produits, et notamment sur Internet. Quand on regarde les conditions générales de vente sur les sites, parfois c'est presque drôle tellement c'est illégal en fait. Ok. Voilà. Oui, donc, ça va. Non, ça rassure tout le monde. Ça montre que tout est correctement encadré. Oui. Ça montre que tout peut aller correctement.
Et donc aussi, moi je leur dis toujours, ça montre aux clients que vous avez l'habitude de faire de l'événementiel, donc d'accueillir des groupes et des privatisations, que vous êtes un vrai professionnel. C'est ça. Justement, en parlant de quelques, on a un petit peu survolé quelques cas pratiques qui peuvent rassurer le client d'avoir des CGV et aussi l'établissement. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer de faire un mini sommaire. Tu as déjà abordé quelques points, un mini sommaire de ce que devraient contenir des CGV adaptés à une activité événementielle. Donc, tu as une première partie dont tu parlais un petit peu de présentation de l'entreprise. Donc ça, je pense que ça peut être un premier point. Le deuxième point, tu parlais un petit peu de tout ce qui est encadrement de l'offre de services et de prestations, donc qui va expliquer, j'imagine, des points importants sur les services et les prestations proposées. Donc ça va être vraiment de l'informatif sur comment ça fonctionne, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et ensuite, on va passer à un troisième point sur peut-être plus la responsabilité. Qui est responsable de quoi, dans quel cadre. Alors là, la responsabilité, pour donner un cas pratique, je dirais par exemple, quand vous louez un espace vide avec et que ensuite le client apporte des prestataires VS, vous louez un espace avec à l'intérieur vos propres équipes qui vont fournir une prestation, a priori, il n'y aura pas la même responsabilité. Ah non. On est d'accord ? Oui, on est complètement d'accord. Donc, oui. J'imagine qu'il y aurait ce point-là aussi. Et puis enfin, toute la partie un petit peu litige et annulation. C'est ça. Sur quand quelqu'un casse les toilettes jusqu'à il y a une fermeture obligatoire demandée par la municipalité. Oui. Je suis sûr que ça arrive en plus. J'imagine, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est ça ? voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Est-ce non. Que pour toi Oui, complètement, parce que le document va devoir répondre à 3 questions essentielles. C'est qui, quoi, comment, et au cas où. En fait. Okay. Donc le au cas où étant l'anticipation de situations purement hypothétiques. Voilà. Ok. Donc il faut imaginer, et c'est là où on a besoin d'être aidé, parce que c'est pas notre métier de savoir tout ça. C'est ça, parce que même au-delà du simple rôle de juriste en fait que j'ai peu eu temps, qui s'applique à la rédaction en elle-même, je vais faire beaucoup d'analyse de risque. C'est-à-dire que j'observe la situation, j'en discute avec le client, et là je regarde quels sont les risques et donc qu'est-ce qui permet d'être anticipé et anticipable. Qu'est-ce qui doit l'être surtout. Et est-ce qu'on peut faire évoluer ces CGV si on a eu un cas client où on s'est dit oulala, on n'était pas très très carré sur cette partie-là, ce serait peut-être bien qu'on rajoute un paragraphe. Toujours, c'est une nécessité en fait. Oui, c'est même une nécessité. Ces documents-là doivent évoluer et c'est même la plupart du temps rappelé dans le document lui-même qu'il peut l'être en fait, qu'il peut évoluver. C'est pour ça que mettre une mention. Ah oui, okay. Oui, et la plupart du temps, je demande à mes clients de me raconter des anecdotes. Quelles sont les pires situations voilà, c'est ça. Quelles sont les pires situations rencontrées avec les clients? Quelles sont celles qui peuvent estimer être le plus drôle, mais qui, pour le coup, pour moi, peuvent me permettre de soulever des questions importantes. Et pour eux, de soulever justement des choses qui pensaient être comme de la normalité ou qui étaient juste une anecdote comme ça, mais qui au final est un vrai cas client en fait. Oui, tout à fait. Donc, ça tombe très bien. On va pouvoir. Tu me fais une parfaite entrée sur la prochaine question, où, en gros, une fois qu'on a compris l'intérêt de faire des CGV, donc là, je pense que c'est bien clair. Il va être maintenant temps de les créer. Et donc, est-ce que, selon toi, il y a une bonne méthode à adopter, de façon générale, pour créer ces CGV ? De la discussion, de l'échange d'informations. Ça, c'est la base de la base. En fait, on ne peut pas simplement livrer un document. Ça peut pas être la situation on nous commande des conditions générales de vente, on livre le document et c'est réglé. Ça, c'est la situation qui est certes assez fréquente, mais que je déteste, que je ne fais jamais. En fait, à chaque fois que je crée des conditions générales, elles doivent impérativement s'adapter à l'offre commerciale client. Et même à sa compréhension à lui, en fait. C'est la base de tout, l'offre commerciale. La base. Oui.
Pour Et toi? Ouais. c'est Pour commencer le véritablement, travail. oui, c'est la base. Mon travail à moi va surtout être de la traduction au final. Mmh. C'est-à-dire que eux m'expliquent ce qu'ils font, comment ils le font, et moi je traduis en termes juridiques compréhensibles par tous, dans la mesure du possible, bien entendu, Oui. l'offre commerciale du client. Et OK. je vais souvent beaucoup plus loin parce que j'impose des relectures conjointes avec le client. Souvent, je Oui, dis que je le propose, mais au final, c'est plutôt imposé. oui. Je Non, veux mais être c'est certain bien. Oui, oui. que ce soit compris par tous. C'est pour leur bien, c'est pas pour les embêter. Oui, c'est ça. Oui. C'est une rigueur pragmatique en fait. C'est une nécessité à mes yeux que ce soit compréhensible parce que sinon, ce n'est pas équilibré. Si une Mmh. partie n'est pas en capacité de comprendre avec un minimum d'effort, bien entendu, c'est pas un bon document dans ces cas-là. C'est valable Oui. pour tout document juridique. De toute façon, c'est fait pour être. Donc si on a un des CGV avec des phrases alambiquées, c'est pas normal parce que du C'est coup ça. Je on part privilégie les sur phrases oui, courtes. Le oui, premier degré, impératif. Le second oui. degré n'a pas sa place dans ce type de document. Des phrases courtes, des phrases compréhensibles et une conjugaison maîtrisée pour pouvoir justement faire la distinction entre ce qui est impératif et ce qui ne l'est pas. OK. Ça semble être un détail, hein, mais tout ce qui va être Non, non, mais syntaxe, c'est très grammaire, intéressant. etc. sont extrêmement importants parce que à une virgule près, une phrase peut changer de sens. Bien sûr. Au sens littéral du terme d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Et c'est à ça qu'on doit faire très attention et c'est aussi pour ça les relectures. Donc dans tout l'accompagnement client. Mmh. Euh, Naturellement, ça part effectivement de ce moment-là jusqu'à la mise en place du document et la réponse aux questions après cette mise en place-là pour les premiers retours clients. Parce qu'il y en a toujours des questions Mmh. d'interprétation, des questions de cas pratiques au final, qui permettent souvent d'ajuster un petit peu. OK. Oui, donc la version finale n'est pas immédiate. Il y a une utilisation potentielle C'est avant ça. d'avoir. Oui, non, non, C'est très clair. des bonnes conditions générales de vente n'ont pas de forme figée de toute façon. Mmh. D'accord. Encore moins quand c'est dans des domaines comme de l'événementiel. Il y a tellement de cas précis en fait qui peuvent être pris en compte, que ça aille de la simple caution au comportement du service de sécurité s'il est fourni ou non, à ce qu'on peut imposer à chaque intervenant si jamais c'est un lieu qui va être loué vide. Bref, Mmh. il y a tellement de possibilités et de cas particuliers que on ne peut pas être sur du général. C'est pas possible. Oui. Donc le comment dire le d'imaginer de pouvoir trouver un modèle tout fait en ligne pour son lieu événementiel, c'est même pas la peine d'y penser. Non, non, non. Mmh. À la rigueur, je pourrais parfois le comprendre ou faire preuve d'une indulgence commerciale, j'ai tenté de dire, quand la personne vient juste de tout créer intégralement et qu'elle a voulu aller au plus vite, mais que dans cette mise en place-là, elle va ensuite chercher un professionnel qui va venir repréciser, voire reformuler intégralement le document. La pire chose qui soit, c'est quand on me propose des documents et que je dois juste les corriger. Parce que ça nécessite encore plus de travail qu'une rédaction complète. Donc la Mmh. plupart du temps, ça Oui, donc il vaut mieux je reprendre à n'accepte pas zéro que complètement. que Surtout qu'il y récupérer quelque a, chose de bancal. c'est ça, parce que en plus de ça, les modèles tout faits, il y a une distinction énorme entre ce qu'on peut trouver dans certains livres juridiques qui vont être très sérieux, qui sont en général à disposition des juristes en particulier, ou Mmh. ceux qu'on peut trouver sur certains sites internet ou aller pomper directement chez ses concurrents. C'est Oui. plus fréquent qu'on ne le pense, et en général, c'est une très très mauvaise idée. Oui, Parce parce qu'il que y a des c'est cas, même pompé d'ailleurs et encore pompé d'ailleurs et mmh. ça finit avec des phrases qui font des paragraphes entiers qui sont incompréhensibles pour tout le monde. C'est le syndrome du téléphone arabe. Ça, C'est on exactement répète ça. et ça se déforme au fur et à mesure. OK. C'est ça. Donc je vais on a dit beaucoup de choses, je vais juste restructurer Mhm. un petit peu la méthode pour la méthode à adopter pour créer ces CGV. Donc la première étape serait évidemment de trouver un professionnel comme toi, d'avoir absolument déjà une offre commerciale claire en place, même si celle-ci va évoluer, ça ne pose pas de problème puisque comme tu l'as dit, les CGV évoluent, c'est normal. Donc d'avoir cette offre commerciale, je le souligne bien parce que j'ai aussi beaucoup de clients, alors moins les lieux événementiels, mais plus les lieux type bar, restaurant, café, etc., qui me disent tout le temps, oui, moi je fais du sur-mesure.
qui font pas vraiment du sur-mesure parce qu'en fait ils ont déjà un menu et une carte et donc ils pensent que ils font quelque chose de particulier pour chaque client, mais en fait dans les grandes lignes ça reste un espace attribué, des boissons, de la nourriture, de la musique, pas de la musique, et éventuellement de laisser intervenir quelqu'un ou de permettre au client de pouvoir ramener un gâteau ou autre, enfin quelque chose de l'extérieur. Mais c'est dans les grandes lignes, ça ressemble à ça. Donc il y a quand même une base commerciale sur l'offre qu'on propose, qu'on peut structurer. Donc c'est pour ça que je le souligne parce que c'est vraiment important que vous ayez ça pour pouvoir avoir une communication claire et professionnelle avec votre client, mais vous protéger aussi des éventuels risques que comporte cette offre. Tu confirmes ce que je dis, Adrien? Complètement, oui, complètement. Sachant que si la personne fait du sur-mesure pour chaque client, le coût économique de la procédure est énorme parce que ça lui fait prendre un temps conséquent pour chaque client. Ou s'il veut refaire un contrat spécifique pour chaque client et qu'à chaque fois il sollicite un professionnel, à la fin de l'année, ça fait un coût très important. En fait. Oui. Et moi, je peux en témoigner de ça parce que je l'ai vécu. J'ai vécu des événements qui nécessitaient un contrat sur mesure parce que c'était des événements sur mesure, mais c'était des événements de grande envergure. Oui. C'était pas un after work pour 30 personnes dans un bar. C'était des très grands événements comme des lancements de produits à l'échelle mondiale, des choses ça, c'est assez des importantes. événements normaux en fait de sur-mesure. Et dans ces cas-là, effectivement, l'intervention même de professionnels pour le risque et pour les rédactions sont normales et comprises dans le budget. Bien sûr, parce qu'on est évidemment, pour vous donner un ordre de grandeur sur ces événements-là, généralement on parle en millions d'euros. Donc oui. Évidemment qu'on peut se permettre de se faire accompagner. Et même sur certaines structures, on a carrément un juriste qui est embauché à temps plein en interne parce qu'il y a il y a plein d'événements dans le même cas ou de clients un peu particuliers, donc on est obligé d'ajuster parfois. Donc, on a son offre commerciale, on a trouvé notre juriste, on commence à échanger donc avec ce juriste qui est censé un petit peu nous poser des questions, enquêter, nous accompagner. Et puis ensuite, le juriste va lui rentrer en travail de rédaction. Arrivent les relectures et ensuite on le met en place dans son process. Je pense que c'est peut-être bien qu'on en parle un petit peu de ça, de comment est-ce qu'on met en place les CGV dans son quotidien. Parce qu'alors moi, j'entends tous les jours, Adrien, oui, on a des CGV, mais on les envoie pas toujours aux clients, voire jamais, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, c'est un peu fastidieux. Disons que quand on a un document qui est tout prêt, j'ai du mal à voir où se trouve la difficulté. Très sincèrement, surtout à l'époque actuelle, quand ça peut être accessible sur chaque site internet, sur chaque page, et envoyer un PDF par mail, au final, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc déjà une très bonne première remarque. Vous avez des supports en ligne dans lesquels vous pouvez mettre des éléments. Mettez un lien vers vos CGV. C'est une excellente idée. Oui, c'est la base. Il est tout à fait possible. Donc, en gros, il faut simplement que vous définissiez, je pense, je parle, quand je dis vous, je parle aux auditeurs, que vous définissiez dans votre process de gestion d'une demande, à quel moment vous envoyez les CGV. J'aurais tendance à dire, il faut que ça soit quand même relativement tôt. Si vous êtes sur le point de signer, que tout est d'accord et que vous envoyez après ça les CGV, il y a quand même un risque d'un retour en arrière. Il vaut mieux tout de suite mettre tout sur la table, et quitte à ce que la discussion soit un petit peu plus longue que prévu, que plutôt faire de long sens et que ça soit un petit peu frustrant parce que on peut perdre un contrat, une vente à cause d'un manque de transparence au départ. Donc en gros, si moi je devais me mettre à votre place, j'aurais tendance à dire, une fois que vous avez défini une proposition commerciale, même si c'est la première proposition, vous pouvez mettre un lien dans un email ou voire même dans le document. Nous, par exemple, chez Booking Check, on permet à nos clients de mettre un lien cliquable dans le devis vers les CGV ou carrément d'appliquer toutes les CGV après le devis. Avec
la signature en ligne. Donc là, il y a vraiment pas plus simple pour l'équipe commerciale et le client. Tout est au même endroit, ça se signe en un clic. Il y a même pas besoin d'imprimer, de signer, de scanner, et en plus Adrien nous disait en vrai, le client pourrait même juste répondre j'accepte le devis et les conditions générales de vente envoyées. Donc c'est exactement ça. voilà. C'est donc tout à fait ça. J'aurais tendance à dire, si tu es d'accord avec moi, Adrien, Oui. faites votre proposition commerciale et joignez quelque part, soit dans le mail, soit directement dans le devis, via un lien, via une application directe, les CGV. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez même plus à y penser. C'est encore plus important que, en général, la signature ou l'acceptation du devis et le versement de la caution, justement, sont des acceptations tacites des conditions générales. Et c'est souvent même précisé dans les conditions générales. Et dans ces cas-là, mieux vaut le donner dès le début, parce qu'en plus de ça, la personne sait exactement où elle va et elle aura beaucoup plus facilement tendance à signer quand elle en a plusieurs qui lui ont proposé des devis. Là, la personne qui aura le dossier le plus carré à lui proposer, l'encadrement précis de toutes ses obligations, ira beaucoup plus facilement signer. En fait. Oui, elle n'a pas besoin de faire des allers-retours. C'est simple et efficace pour elle aussi, parce que il faut penser à tous vos clients, notamment entreprises, où l'organisateur va parfois devoir faire valider à soit une direction, soit un service DAF, on va dire, pour faire donc DAF, c'est tout ce qui est direction administrative et financière, ou parfois il y a certaines entreprises qui ont aussi toute une équipe juridique qui est un peu rattachée à ce département-là, et l'organisateur va devoir faire valider les éléments avant de pouvoir vous le confirmer. Donc si le client doit faire du ping-pong avec les différents lieux qui ont été sollicités pour son événement, vous imaginez la perte de temps pour votre client. Donc aidez-le à signer chez vous. Donc oui, c'est bien que tu nous aies dit ça. Et on ressouligne, vous pouvez les mettre sur votre site internet. Est-ce que c'est largement recommandé de le faire? Ce serait peut-être même une obligation en fait en 2022. Voilà. Pourquoi? Il y a des oui, tu parles les choses se resserrent en fait, c'est-à-dire que notamment il y a tout un tas d'obligations d'information. On est obligé de savoir qu'est-ce qui se passe en cas de retard de paiement, en cas d'annulation, donc de tout ce qui est intrinsèque en fait au lieu événementiel en particulier ou en général, donc la sécurité, les assurances. Notamment, sur qui repose l'obligation d'assurance dans ces cas-là, parce que les contrats d'assurance pour le lieu événementiel sont pas les mêmes s'il fournit une salle vide ou s'il fournit une salle avec tout un tas d'équipements. Et souvent même, d'ailleurs pour faire une toute petite parenthèse, les compagnies d'assurance demandent modèle des conditions générales de vente et des contrats pour l'établissement de la police d'assurance et donc du taux qui sera appliqué. Et forcément, plus la personne est encadrée, plus elle est prête et moins son assurance sera élevée. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. C'est des tout petits détails qui en soi ont une importance qui est quand même assez majeure. Mais voilà, je tenais à le préciser. Ouais, c'est très intéressant, c'est très important à savoir. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur un point. Donc on parlait du fait que tout devait commencer pour que toi tu puisses travailler avec une offre commerciale, mais tu m'expliquais aussi en préparation de cet épisode que ça les aidait aussi à se structurer commercialement, le fait de créer leur CGV. Donc finalement ça peut aussi permettre de se rendre compte de ce qui va et ne va pas dans leur offre commerciale. C'est exactement ça. En fonction de, par exemple, de comment ils établissent leur tarification, avoir un regard extérieur qui soit même à la limite du pilotage, hein, naturellement, ça permet parfois de soulever des petits points essentiels qui ne vont pas et au final peut-être parfois de rétropédaler sur son offre et de réfléchir à comment on l'organise ou de l'adapter justement suite à des questions ou à une discussion pour mettre en écho et qui fait relever que ils ont oublié les cautions, les montants sont trop élevés, la sécurité, ce serait peut-être pas trop mal effectivement de la fournir nous-mêmes parce que comme ça on est sûr, tout un tas de petites choses qui permettent des moyens d'ajustement au final de son offre. Et ça c'est un droit du client, hein, naturellement.
bon, on préfère en général qu'ils ne fassent pas de changement complet de leur offre commerciale après livraison du document, naturellement. Mais avant rédaction ou pendant la rédaction, qu'ils soulèvent ou que je soulève des questions importantes qui n'ont pas été soulevées au tout début, ça peut permettre de réadapter et justement de faire quelque chose qui est un peu plus pertinent. Mm. Et ça t'arrive souvent de consulter une offre et de poser des questions aux clients en disant qu'est-ce que Oui, ça qu'est-ce dépend que vous fatalement du essayez de faire? client, naturellement. Ça dépend Oui, toujours du client, mais oui, oui. toujours. Quel que soit le domaine, en fait. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier d'une manière générale. C'est-à-dire que euh, qu'importe le domaine, en fait, j'arrive à anticiper ça sans difficulté. Mais parce que toi, tu vas peut-être avoir cette sensibilité de te mettre aussi dans la peau du client pour te dire Oui, quand il va recevoir l'offre avec les CGV, qu'est-ce qu'il va comprendre parce que tu as c'est vraiment ce ça. souci de oui. Et c'est l'anticipation même de comment ça se passe en réel, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à Mm. mesure de son explication de son offre, de l'explication de comment fonctionne son lieu, dans ces cas-là, moi, même en regard extérieur, je vais être amené à poser tout un tas de questions d'anticipation. Mm. Donc un juriste, c'est un écrivain, c'est un inspecteur et c'est un acteur. Oui, oui, bon, ça Parce que tu c'est, as plein de j'ai l'impression métiers. que c'est plus propre à mon caractère qu'à à ma D'accord. simple fonction de juriste, mais voilà, c'est vraiment une manière de travailler que je Non mais c'est prône super. énormément, même pour ceux qui me contactent pour savoir comment on est juriste en libéral. Donc je leur explique comment je travaille et ça motive beaucoup de monde et c'est plutôt agréable en fait. Ça se distingue du simple exécutant Mm. juridique sans appui derrière. C'est quelque chose qui est beaucoup plus stimulant. Mais je trouve ça aussi très intéressant stratégiquement de faire ce point à un moment donné, soit alors idéalement dès l'ouverture, dès le projet d'ouverture d'une activité événementielle, mais aussi pourquoi pas quand on se dit bon là faut vraiment qu'on s'occupe de nos CGV, de faire cette pause un peu avec un juriste en disant voilà nos services, voilà nos prestations, voilà nos offres, et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui a le regard légal qui va dire alors on va parler de votre offre. Je trouve que même en termes de stratégie commerciale, c'est une pause Oui, euh, stratégique qui est oui, c'est un très investissement pour intéressante à l'avenir en faire. fait. Ouais, c'est vraiment C'est des pauses qui sont essentielles, des réadaptations systématiques, surtout après les 2 ans qu'on vient de passer. Et oui, bah oui, oui. ça permet de faire des vrais points de gestion pour le coup. C'est vraiment de la gestion pure en fait et de la stratégie. Et j'étais en train de me dire aussi, parce que ça, c'est un point qui revient souvent quand on parlait, je l'ai oublié, mais tu viens de me faire penser à ça, Adrien. Quand on est une équipe commerciale, et ça, c'est aussi du vécu, donc ça me rappelle de quelques petits souvenirs. Quand tu es une équipe commerciale, on est ceux qui allons devoir justifier les CGV auprès d'un client. Donc, quelqu'un qui revient avec une question ou en disant « je ne suis pas d'accord avec ce terme », eh bien, c'est nous, derrière notre petit téléphone, qui devons justifier tout ça, alors qu'on n'a pas toujours les armes, parce qu'on n'a jamais eu cette fameuse discussion que tu fais sur l'offre, les risques, le pourquoi du comment, de comment est-ce qu'on va encadrer ça. Et C'est ça. peut-être ce à quoi on n'a pas pensé. Et je me disais aussi, au-delà d'être sûr que cette offre ait du sens, eh bien, il y a aussi le fait de donner à son équipe commerciale ou à soi-même les armes de pouvoir expliquer ses conditions aux clients. Et encore une fois, alors moi, je n'ai jamais eu dans toute ma carrière, à un moment donné, que ce soit d'ailleurs dans ma carrière de commercial événementiel, mais que ce soit dans ma carrière actuelle d'entrepreneuse, je n'ai jamais eu de litige par rapport à un contrat ou des CGV. J'ai Ça c'est toujours bien. réussi à justifier parce que bon, moi par contre, je lisais mes CGV. Je faisais partie des rares, mais parce que je suis un petit peu perfectionniste, donc C'est très j'avais, bien. j'avais ce petit. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà, j'ai arrivé à me dire bon bah je vais le justifier comme ça. Alors parfois, j'avais des clients un peu rentre dedans, donc c'était pas forcément une conversation agréable, mais on arrivait toujours à un terrain d'entente. Euh, mais j'ai plein de clients aujourd'hui sur Booking Check qui vont me dire ah non mais ça
Ça, on pourra jamais le justifier au client, ça, on pourra jamais dire au client. Ça, c'est donc en fait d'investir dans une relation avec son juriste, ça permet aussi de pouvoir justifier toutes vos règles au client. Et ça, alors non seulement ça vous protège, etc., et vous vendez pas n'importe comment, mais encore une fois, ça participe, on revient au début, au fait que vous êtes rassurant et professionnel aux yeux de vos clients. Ils vont se dire que je sois d'accord ou pas, c'est carré. Ils vont bien s'occuper de moi. Ça va pas être le carnaval de Rio. Et même pour en revenir au contrat en lui-même, ce que permet un contrat, c'est parfois de faire des dérogations pour des clauses des conditions générales. Oui. C'est-à-dire qu'en fonction de l'événement, s'il y a une clause qui passe pas du tout, eh bien ils peuvent la contractualiser, donc la rajouter dans le contrat comme étant une exception. Mais il faut que ce soit une exception assez intéressante en termes de business pour aller faire cette dérogation. On est d'accord. C'est ça, il faut qu'elle se justifie naturellement. Qu'on a de façon courante et qu'on a un client qui est pénible, bon, bah peut-être que ce client, il vaut mieux pas l'avoir et en avoir un autre. C'est des bons filtres. Quand vous avez un client qui s'oppose complètement à des conditions générales de vente, surtout dans des clauses qui sont essentielles et rassurantes, c'est un signe. Là, on est clairement dans un red flag en fait. Par exemple, s'il s'oppose à des conditions pour la caution ou pour la réparation des dégâts, la gestion de l'alcool, de la sécurité, enfin des choses où on sait très bien que ça posera problème, là c'est un red flag. Et donc parfois on se dit ok, je signerai pas ce devis-là, mais c'est peut-être pas plus mal. Et oui, ça c'est un point très très important que tu soulignes, Adrien. On n'est pas obligé d'accepter tous les clients. Parfois, il vaut mieux se sauver de certaines situations qui pourraient nous coûter très très cher ensuite, parce qu'on se retrouve avec des personnes malveillantes. Et donc c'est très bien ce que tu viens de dire. Parce que d'où l'importance de ces documents-là, ça sert de filtre. Je suis complètement d'accord. Et nous, c'est pareil. Parce que je pense à mes collaboratrices et collaborateurs quand j'étais commercial événementiel, ça nous est arrivé, mais plein de fois aussi, d'avoir des clients qui nous posaient des questions sur le fait de pouvoir bouger certaines conditions. Et on se disait toujours, aïe aïe aïe, ça sent pas bon. Ça sent le client en qui il vaut mieux pas faire confiance. Et justement, le fait de dire, ben non. En fait, ça pour nous c'est impossible à changer. Eh bien, ça permettait, sans avoir à dire non à quelqu'un, on vous veut pas, parce que c'est très délicat de dire à un client, on veut pas travailler avec vous. Oui, parce qu'après une question de réputation en fait, en fonction du client, ça peut être très compliqué. Oui, et puis je pense que c'est aussi en tout cas, culturellement, en France, ça, c'est vraiment mal vu socialement d'aller voir quelqu'un et de dire ah non, non, tu viens pas dans mon établissement. Et en fait, ça vous permet de poliment dire non, de dire à quelqu'un. Ou de réadapter c'est ça ou c'est rien. Parce que même d'un point de vue plus pragmatique, quand on n'a pas envie de dire non au client, qu'il refuse certaines choses et qu'on sent que ça peut être vraiment problématique, dans ces cas-là, on réadapte le coût. Et donc on anticipe le problème en fait en termes de coûts, parce qu'il faudra bien payer les réparations si jamais il y a un problème, ou en tout cas payer sa responsabilité en fait. Donc ça permet parfois même de faire, c'est peut-être un peu mauvais de dire ce genre de choses, mais les devis qui découragent en fait. Ça peut arriver la malveillance. Oui, j'avais déjà vu ça dans certaines activités autres. C'est des devis qui sont tellement élevés qu'ils servent à décourager. Et ça, c'est des moyens détournés, mais on évite naturellement d'un point de vue commercial, c'est toujours un peu compliqué. Mais au moins, l'avantage de tout encadrer derrière et d'être vraiment rigide dessus, ça permet d'éviter les surprises, d'éviter les mauvaises surprises. Et qu'éventuellement les principes peuvent être du geste commercial en cas de problème. Ça s'applique pas nécessairement de manière ultra rigide, mais par contre, ça permet d'offrir un cadre qu'on peut adapter aux besoins. Et d'ailleurs, généralement, quand on fait un contrat sur mesure pour un événement particulier, ça vient rarement toucher aux conditions des CGV qui sont assez basique. Ça vient peut-être plutôt toucher
à des conditions d'annulation un peu particulières parce que c'est un événement qui est réservé 2 ans avant, avec des montants. Voilà, quand on parle de millions d'euros, il peut avoir des échéanciers différents d'un échéancier classique. Voilà, c'est plutôt des choses comme ça que les clients. Oui, ça permet d'aller dans la précision. Sérieux vont vous demander quand ils vous demandent un contrat, c'est plus. Ils vont rarement vous dire vous pouvez enlever la clause sur la casse ou la sécurité. Au contraire, normalement. Non, là, ils vont aller dans la précision, en fait. Voilà, on complète, on apporte des dérogations, on vient amplifier un petit peu. Ouais. Là, on est vraiment dans un échange d'affaires, en fait. Quand on est au contrat pour des très gros événements, on change d'échelle. Oui. J'ai une autre question. Est-ce que tu recommandes d'avoir un seul document de CGV qui va prendre en compte toutes les typologies de clients, ou est-ce que tu penses que dans certains cas, ça peut être pertinent d'avoir des CGV par type de segment de clients? Je vais te donner un exemple très précis. Je suis un lieu qui accueille les professionnels et les particuliers, mais je ne vais pas avoir les mêmes conditions parce que c'est des segments très différents avec qui je n'ai pas forcément les mêmes formats d'événements, etc. Comment tu travailles sur ce type Là, de effectivement, quand tu as commencé ta question, je pensais directement à la distinction entre professionnel et particulier. Les avantages des particuliers en matière de droit de la consommation, en fait, sont plus avantageux pour le coup. Et il est bien de pouvoir encadrer un peu plus, surtout quand on voit parfois dans les faits divers comment vont les mariages, comment vont certains événements entre particuliers qui sont parfois moins respectueux que des entreprises, où là les employés peuvent avoir des conséquences graves à leurs actes. En interne de leur entreprise, bien sûr. C'est mieux de distinguer. Ensuite, quand on s'adresse à une seule catégorie de clients, je dirais ça dépend. Parce que soit on peut faire le choix de conditions générales très complètes et qui détaillent chacun des services très précisément, et après, en fonction du service et de l'événement qui est organisé, de choisir de mettre un extrait sur les conditions particulières. Juste certaines clauses essentielles et de faire un report sur le document général qui peut être remis. Où là, on aurait vraiment tout en fait. Ou sinon, de faire un document par service, mais là, ça devient vite très très lourd et très redondant. Ça dépend vraiment de l'activité du client. Tu aurais tendance à aller plutôt vers un document général qui aurait des sous-parties dédiées à chaque typologie. Après, ça dépend du client, de comment se fait son offre, bien sûr. Mais là, si je devais voir le cas le plus général, je préfère cette option d'un livret entre guillemets sur lequel on peut se reporter sans problème avec un sommaire adapté, voilà. Mais avec des extraits ensuite en fonction du type d'événement. Et je vais juste rebondir sur ce point parce que c'est vrai que d'avoir plusieurs documents de CGV, ça peut créer des altercations au niveau du service commercial parce que on va pas joindre les bonnes CGV ou on va envoyer les deux et le client sait pas trop, même si ça paraît évident, mais voilà, les clients font pas toujours attention, ils font pas que ça d'organiser un événement. Souvent, ils ont plein d'autres choses dans leur quotidien. Voilà, donc c'est vrai que d'avoir un document, ça peut fluidifier vos process en interne aussi. C'est peut-être intéressant et peut-être que après, il y a des moyens de dire aux clients concentrez-vous sur telle partie c'est exactement ça. pour le. Ok. Surtout qu'on peut attirer l'attention du client sur les documents et lui demander un retour en cas de question. De lui demander s'il a des précisions, s'il a ce genre de choses. Comme ça, en plus, on est certain que la personne comprend bien. Oui. Et si elle a des questions, ça peut même nous permettre de repréciser certaines choses. Parce que la manière dont moi je vais comprendre une phrase ou le client va comprendre la phrase, surtout une fois que je lui ai expliqué comment moi je vois, n'est pas forcément la manière dont le client va comprendre. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est vrai que c'est très important de même pourquoi pas vous noter quelque part très rapidement les petits retours clients en disant tiens là quand on fera notre rendez-vous, disons que vous faites un rendez-vous annuel avec votre juriste,
ben voilà, c'est le moment de tout remonter. Ou si c'est au fil de ça. l'eau, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas d'avoir comme une petite boîte, une boîte à questions que vous gardez sous le coude. Oui. J'allais te poser une autre question. Ah oui, est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux auditeurs sur comment est-ce qu'ils vont aider leurs juristes à vraiment leur fournir le document le plus précis? Est-ce qu'il y a vraiment toi, tu as vraiment eu des cas clients où ça glisse, c'est tellement simple et facile, et d'autres où au contraire c'est compliqué, et pour quelles raisons? C'est quoi la communication. Déjà donner de base l'identification exacte de l'entreprise concernée. Ça c'est vraiment une base et beaucoup l'oublient et ça arrive assez fréquemment que je sois perdu à chercher le bon SIRET, la bonne adresse de siège, cabis, mais l'adresse du lieu, c'est pas forcément, ouais, c'est ça, pas forcément le cabis, mais au moins de quoi désigner la bonne personne en fait. Ça c'est une base que beaucoup oublient et je me retrouve souvent dans des situations où je suis obligé d'attendre des informations qui sont essentielles et sur lesquelles je devrais normalement passer très très vite. Les mails de contact, les informations de contact d'une manière générale, parce que ça, c'est des points que je ne peux pas inventer naturellement, mais c'est d'une manière générale. Un petit peu de créativité. Oui, j'essaye des fois, hein. Mais souvent j'en mets une par défaut, que je vais surligner en jaune dans le document fluo en mettant donnez-moi la bonne adresse, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois que je vois ensuite le document en ligne avec l'adresse que moi j'avais mis qui ne reporte à rien en fait. C'est déjà arrivé. Non mais et plus généralement et plus sérieusement, la transmission des flyers, la transmission de leurs documents commerciaux en fait. De tout ce qu'ils vont donner aux clients. Je traduis pour notre secteur toutes vos plaquettes commerciales. En fait. C'est ça, voilà la plaquette. C'est ça, plaquette, site internet. Là, les menus, les cartes, les forfaits, tout ça. Voilà. Éventuellement même les documents d'assurance. Oui. L'attestation d'assurance pour savoir ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Ça permet de vraiment encadrer correctement la responsabilité et de faire les exclusions de responsabilité correctes, et dans ces cas-là, d'adapter certaines clauses, en particulier quand il y a des exclusions de responsabilité, notamment d'adapter les cautions, et d'être plutôt réactif. Ok. Voilà. Par écrit, naturellement, par mail, hein, pas plus que par téléphone, ça j'ai beaucoup plus de mal. Non, mais c'est des échanges rapides et cohérents, en fait. Et j'allais dire, ah mince, j'avais une question qui m'est sortie de la tête. Oui, si, ça y est, ça m'est revenu. Est-ce que ça t'arrive que des clients soient gênés parce qu'ils comprennent pas, ils maîtrisent pas, ils osent pas dire, par exemple, quand tu leur dis, alors est-ce que vous pouvez me raconter un peu des cas clients où ça s'est très mal passé et ils veulent pas s'afficher? De ce qui est, et ça en fait il faut surtout pas, non, au contraire, il faut pas hésiter, voilà, c'est ça, on n'est pas là pour se juger, on est là pour s'aider. Ah oui, c'est ça. Hein. Bon, parfois c'est drôle, hein, parfois moins, et que le client ait été en tort ou non dans cette situation, pour moi ça m'importe pas en fait. C'est juste que quelle leçon il en tire et comment on peut le reporter. Soit c'était de la pure gestion commerciale qui s'est mal passée, ce qui est le cas souvent, et soit c'était une absence dans les documents et dans l'information préalable qui a été faite au client. Mais toi, plus tu connais les cas catastrophes, plus tu peux être force de proposition. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment important de se lâcher avec toi. Ah oui, complètement. Ça me permet d'être ultra proactif en fait, parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, souvent mon rôle dépasse le simple juriste. Je suis presque dans le pilotage de projet, dans l'analyse de risque en fait, plus que. Il y a un vrai travail de conseil. Plus global autour de ce projet des CGV. C'est de l'anticipation et c'est de l'hyper-anticipation. C'est en fait, plus on m'apporte de paramètres que je peux prendre en compte, et plus je suis content. Bah oui. Voilà, quitte à ce qu'on m'inonde, hein, ensuite c'est mon travail de faire le tri. Le tri. Mais dans tous les cas, plus on m'offre de détails et plus ça me permet d'être cohérent. Donc une des idées qu'on peut avoir, c'est par exemple faire pour ceux qui ont des équipes et qui n'ont pas forcément au quotidien, enfin qui n'entendent pas toutes les conversations de leurs collaborateurs, on peut se faire une petite réunion et
et dire à tout le monde, bon bah alors est-ce que tu te souviens de cas où c'était quand même un peu compliqué, ou et te faire C'est ça. un petit résumé de tout ça. C'est Et pratique, c'est non, pour même toi? très sain pour une entreprise, parce que ça Mmh. permet de savoir comment réagir face à telle ou telle situation qui sont Oui. parfois très compliquées. Et je peux l'imaginer dans l'événementiel beaucoup plus que dans du pur commercial de vente de produits. Doit y avoir des situations tellement touchy en fait, Mmh. tellement compliquées à gérer avec un client parce qu'il faut être quand même cordial dans la mesure du possible, Mmh. où il y a des moments où on n'est pas forcément fier de notre gestion, mais il faut pouvoir mettre le point dessus et savoir comment on le gère par la suite, Oui, de manière légale bien sûr. ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fameux moment où on va lire ces CGV et où on Oui, va avec son équipe dire, déjà, il faut être sûr que tout le monde les comprenne. Alors ça aussi, je réinsiste dessus. N'ayez pas peur de dire que vous ne comprenez pas. Ce sont les CGV de votre entreprise. Si vous ne maîtrisez pas les moindres recoins de ce que vous demandez aux clients ou de ce que vous imposez aux clients, il y a quand même un gros problème. Donc, votre juriste va pas se dire, mais qu'est-ce qu'il est neuneux celui-là à rien comprendre. Pas du tout. jamais. C'est pas. On s'attend. Bien sûr que Oui, oui. les juristes ont une maîtrise totale c'est leur métier. Donc ils vont évidemment qu'ils vont se dire, c'est bien sûr qu'il sait pas, c'est pas grave. Vous C'est avez un d'autres bon talents. filtre d'ailleurs pour un juriste parce que ce qu'on nous apprend en premier à la fac, c'est de chercher. Donc si Mm. jamais je n'ai pas une réponse ou à une question, au moins je peux chercher et me renseigner en fait. Mais dans tous Mm. les cas, je réponds systématiquement aux Bien clients sûr, et je suis toujours ouvert aux questions en fait. Ça c'est quelque chose bien sûr. qui est essentiel. Et d'ailleurs, peut-être même quand vous choisissez votre juriste, faut que vous vous sentiez à l'aise. Quand vous faites l'appel de découverte, on va dire, si vous vous sentez pas à l'aise, peut-être n'y allez pas. Prenez quelqu'un avec qui vous vous sentez en C'est toute essentiel. détente, parce que il va falloir que vous racontiez un peu tout ce qui se passe dans les coulisses. Et donc une fois que vous avez bien compris ces CGV, ça va être le moment. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de donner à l'équipe qui gère les clients le bon discours pour chaque condition, pour qu'ils puissent le retranscrire au client. Alors, je vous rassure, généralement, vous n'avez pas à justifier toutes les lignes des CGV, mais il y a toujours 2-3 petits points où les clients vont dire j'ai pas trop compris, pourquoi vous demandez ça. Et c'est là où il faut que vous ayez une histoire. L'idéal, c'est d'avoir un exemple. Je sais pas si tu me rejoins, Adrien, Ah mais oui, d'avoir un cas complètement. pratique pour dire, voilà, par exemple, s'il se passe ci ou ça, il faut que nous, on puisse être sûr que C'est ça. tout se passera bien. Dès qu'il y a une implication Euh, financière en fait, quelle qu'elle soit directe ou qu'elle soit indirecte, dès qu'il y a une implication financière, le client va chercher à savoir en fait pourquoi. Et la relecture est également ultra nécessaire et ça je la redemande parce que même moi quand je suis dans mes rédactions et que je passe parfois des heures et des heures et plusieurs allers-retours dans mes documents, il se glisse nécessairement des erreurs, des coquilles, ce oui, genre de bien choses. sûr, Et donc on est le humain. client est là aussi pour avoir un œil Mm. extérieur et me dire attention, ici il y a oublié un S. Ah oui, attention, Mm. ici un mot a sauté. Ah bah effectivement, parce qu'on on a Mm. beau relire, il faut être réaliste sur ce point-là. Le juriste reste un humain en fait. Mais Oui, bien c'est sûr. aussi voilà, Oui, c'est oui, essentiel bien sûr. sur plein d'aspects les relectures. Mais pour moi, ça me permet Et surtout de faire de la pédagogie. d'ailleurs, ça peut rassurer ceux qui ont peur de poser des questions. En fait, ça se trouve, vous posez une bonne question. Parce qu'en fait, la Oui, phrase est mal tournée. c'est C'est possible exactement aussi. ça. Et c'est Ça pas vous. arrive, hein. Ça Bah oui. arrive quand on Euh, modifie tellement une clause que parfois on a une idée très précise en tête, ça nous paraît très clair au moment de la oui. rédaction, et quand on revient dessus, on se dit ah oui effectivement, Oui, c'est pas très. Mais comme nous, on le fait en commercial événementiel, quand on explique une prestation au client, sur le coup, on se dit c'est bien clair, et puis après, le client nous dit a rien compris. c'est exactement C'est pareil, c'est exactement c'est pareil. ça. Ça reste de la relation entre deux personnes, avec une communication entre deux personnes, enfin ou plus, mais minimum, Oui, donc oui, forcément. oui. Est-ce que tu recommanderais pour à la livraison des CGV, on va dire la version relue et corrigée, de l'envoyer à certains clients, parce qu'on a tous, chacun dans nos entreprises, des clients avec qui on a une relation privilégiée, pour que eux, éventuellement, si ils en ont l'occasion, les relisent et posent les fameuses questions. Est-ce C'est que une tu très penses bonne que c'est idée. une bonne méthodologie? Oui. Oui, oui, ça permet d'avoir un œil extérieur. Un travail intellectuel nécessite forcément
la vie de nombreuses personnes. Ça permet de mettre le doigt sur des points essentiels parce que même si le document est correctement rédigé, correctement équilibré, si le client tilte un petit peu dessus ou s'il ne comprend pas très bien, ça permet au moins de faire de la pédagogie ou de préciser une interprétation. Parce que dans la clause, on peut aller plus loin en reprécisant l'interprétation ou en tout cas en raccourcissant un petit peu pour éventuellement mettre de l'impératif plutôt que de l'hypothétique. Ce genre d'exemple, en fait. Et ce client proche va en plus, j'imagine, plus oser poser les questions qui fâchent parce qu'il connaît bien l'équipe et il a une relation privilégiée plutôt que un client qui vous connaît pas trop, qui va faire son premier événement avec vous, qui découvre ses CGV et qui en fait va juste pas signer sans vous dire pourquoi. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui le gêne dans le CGV, mais qui va pas. Les gens osent pas toujours dire ce qui va pas. Donc si vous avez pas besoin d'en avoir 50, je pense, 2, 3, ça suffit largement, je pense. Oui, complètement. Et de générations différentes, c'est encore mieux. Parce que d'un point de vue très très pragmatique, la plupart du temps, quand je fais de la pédagogie où je dois être le plus poussif, là où c'est le plus difficile, c'est avec les anciennes générations qui n'ont pas l'habitude d'encadrement contractuel, avec qui le simple fait de serrer la main était suffisant en fait. Ouais, ça fait un moment que c'est plus le cas et c'est parfois plus difficile avec ce type de clientèle que ceux qui ont l'habitude justement de tout encadrer. Et de vouloir moins s'embêter en fait. Et donc ça va être vraiment. Alors là, pour le coup, si vous êtes une entreprise qui avait une clientèle d'un certain âge, si c'est une part de clientèle importante, voilà, c'est peut-être bien que vous êtes sûr que vous avez bien compris. Voilà. Parce qu'en plus, souvent, eux, ils vont lire, pour le coup. Oui. C'est une part de marché qui va être beaucoup plus méticuleuse que nous. On a tellement l'habitude qu'il y ait des CGV, on clique tout le temps, on coche des cases toute la journée sur notre ordinateur en disant oui, je suis d'accord. Et on les lit pas. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Comment on fait pour collaborer avec toi, Adrien, si on se dit ah là là, vraiment, cet épisode m'a donné envie de refaire le CGV. On peut me contacter directement, soit sur mon mail, soit j'ai un site internet avec un formulaire de contact. Ton site internet s'appelle comment ? Il s'appelle juriste.alsace. Très bien. De toute façon, vu que je suis en Alsace, voilà, c'est un indicatif régional. Je sais qu'on ne me jette pas la pierre, mais voilà, c'est tout simplement juriste.alsace. D'accord. Voilà. De toute façon, moi, je vous mettrai tous les liens. Adrien n'a pas besoin d'être dans votre région pour travailler avec vous, donc ce n'est pas un problème. Ne vous dites pas oh là là, il va falloir que j'en trouve un à côté de chez moi. Ça n'est pas nécessaire. Merci beaucoup d'être venu, Adrien, de nous avoir éclairé sur tous ces points qui sont tellement importants. Je tiens à souligner que il m'a fallu 2 ans pour trouver un Adrien qui accepte de venir derrière le micro, de nous expliquer point par point, de prendre le temps. Donc vraiment un grand merci et puis à très vite pour d'autres aventures. Merci à toi, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.